c'est bon. Bonjour mesdames et messieurs les députés. Je vais commencer cette audition par un petit propos liminaire et puis ensuite on va reprendre les uns après les autres les différentes questions qui ont été posées et on partagera du coup ce temps de parole. Mais je vais commencer au tout début par un petit propos liminaire. D'abord, bon, pour vous remercier bien évidemment de votre invitation à cette commission d'enquête sur le projet de la 69. Et je vais prendre 1 ou 2 minutes pour revenir en fait sur la casquette avec laquelle j'interviens ici, ainsi que mes collègues qui sont présents. Donc, nous sommes ici des scientifiques dont le premier rôle est d'informer, d'amener la connaissance dans toutes les dimensions, en la rendant en fait la plus accessible possible au service de la décision publique, de la décision politique et au service de l'intérêt général. Donc, il est toujours important de rappeler que, en fait, dans le pacte déontologique qui lie un scientifique avec sa discipline, euh, nous ne travaillons pas sur des opinions, mais sur des faits qui sont sourcés, qui sont transparents et qui sont traçables à des littératures, à l'appui des publications scientifiques, qui sont publiques, qui sont évaluées de manière indépendante et selon un cadre méthodologique commun à l'ensemble de la communauté de recherche internationale. Et je pense que c'est important aujourd'hui de préciser ces mots dans la mesure où le simple rappel actuellement de ces faits scientifiques et également de leur mise en contexte par rapport aux choix et aux décisions politiques, quand celles-ci au mieux les minorent et au pire n'en tiennent pas du tout compte, ce simple rappel fait passer les chercheuses et les chercheurs pour des militantes et des militants. Et généralement aussi, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble s'accompagne la plupart du temps de propos qui sont caricaturaux, de mots au sens au sens galvaudé, de vérités alternatives, et tout ça visant à désinformer, à retarder l'action, à maintenir le statu quo pour protéger des intérêts particuliers. Alors, les historiens et les sciences humaines et sociales ont depuis longtemps analysé ces ressorts du déni climatique, hein, dont celui de discréditer la parole scientifique, mais c'est une dérive qui explose depuis quelques mois. Et donc, il est important aujourd'hui de le rappeler. Donc, bien évidemment, si la science ne peut en aucune façon dicter la décision publique, hein, nous considérons, nous, collectivement, communauté scientifique, que décider, en ignorant sciemment des connaissances scientifiques qui sont clairement établies et que l'on va vous présenter, est problématique dans une démocratie. Et donc, nous vous remercions une nouvelle fois de nous donner l'opportunité de partager ces faits scientifiques au sein de l'Assemblée. Désormais, aucun acteur ne pourra plus dire qu'il ne savait pas, et puis chaque acteur pourra trouver les sources de nos propos dans le document que nous vous joindrons à l'issue de cette audition. Donc, après ce propos liminaire, je vais commencer par une première question qui nous avait été posée, et ensuite je laisserai la parole à mes collègues. Donc, la première question était de déterminer ou de partager avec vous quelles étaient ou quelles sont les principales raisons qui nous ont conduits et qui nous conduisent toujours à nous opposer au projet d'A69. Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les avis d'autorités indépendantes, incluant l'autorité environnementale, le Conseil national de la protection de la nature, le Conseil d'orientation des infrastructures, qui de manière unanime et sans appel, en fait, ont émis des avis défavorables dans des termes qui sont extrêmement clairs. Donc, je pense que vous allez entendre ces avis à différents moments au sein de cette commission. En tout cas, ces avis, personnellement, ces avis sans équivoque m'ont incité à me plonger dans le détail du dossier qui a particulièrement résonné avec mon expertise et mes connaissances sur les enjeux climatiques au sens large, une vue d'ensemble que j'ai pu acquérir en tant qu'auteur du dernier rapport du GIEC, publié entre 2021 et 2023. Alors, quand je me suis plongé dans ce dossier, j'ai réalisé qu'en fait, la 69 cochait toutes les cases de ce qu'il ne faut plus faire si l'on veut respecter les engagements de l'accord de Paris. Sa traduction dans la loi française via la stratégie nationale bas carbone, et ce, dans toutes les dimensions: la physique, la préservation des écosystèmes, l'économie, l'aménagement du territoire, l'accès à la décision et la prise de décision, la transparence dans les choix politiques, les considérations sociales et la gouvernance. La 69 m'est apparue comme un laboratoire, en fait, un laboratoire miniature, un espace d'expérimentation de l'échec de la métamorphose sociétale, un espace d'expérimentation de la transition impossible, qui rassemble en fait tous les alibis de l'inaction. Et pour reprendre les mots, les qualificatifs de l'autorité environnementale, qui est le creuset d'un monde obsolète, anachronique,
sur la base de son évaluation tel que décrit dans l'évaluation de la comité de l'autorité environnementale. Alors, c'est cette concentration d'incohérence avec les trajectoires climat, biodiversité et société qui explique en fait la mobilisation qui est sans précédente de la communauté scientifique de toutes les disciplines. Donc ici, on est 4 représentants, on va dire, mais en fait, la communauté s'est largement mobilisée. Chaque discipline dans son domaine a pu évaluer l'inadéquation entre le projet et les objectifs climatiques. Donc, comme je le rappelais au début, le physicien, l'écologue, l'économiste, le sociologue. La première mobilisation, elle s'est faite par la communauté scientifique toulousaine au sein de la Técopole, qui regroupe 200 chercheuses et chercheurs, qui est une unité d'appui à la recherche du CNRS. Donc, une lettre ouverte au ministre de Transport de l'époque, Clément Beaune, et Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, fut écrite. Puis une pétition qui a mobilisé la communauté scientifique dans son ensemble et sa diversité, avec plus de 2000 signatures en un jour. Des urbanistes, des médecins ont ensuite rejoint cette dynamique. Enfin, une entrevue avec Carole Delga, avec mes collègues de la Técopole également, où malheureusement, nous n'avons pu que constater l'échec des discussions et l'impossibilité en fait de développer des espaces communs de dialogue partagé. Donc tout ça s'inscrit dans cette dynamique-là, et aujourd'hui, nous percevons, comme l'a rappelé Christine Arrighi, nous percevons et nous subissons le changement climatique dans notre quotidien. Donc nous savons parfaitement où nous allons, et nous avons une idée très précise de là où nous ne devrons pas aller, car les risques sont bien documentés, et la justesse de nos projections climatiques depuis 20-30 ans doit nous inciter à les considérer avec le plus grand sérieux. Alors revenons à cette autoroute A69. Comment cette autoroute s'inscrit dans ce cadre-là? En fait, cette autoroute A69 s'inscrit dans ce cadre de risques qui sont croissants et qui sont menaçants pour l'habitabilité de toutes et tous. Cette autoroute, elle nous maintient, elle nous verrouille dans une trajectoire où l'adaptation est plus complexe et pourrait devenir impossible. Alors pourquoi? Parce que chaque dixième de réchauffement additionnel nous rapproche de manière sans équivoque de limites irréversibles et de points de bascule très impactants et déstabilisants, à la fois régionalement et globalement, pour les sociétés humaines et pour les écosystèmes. Donc, par nature même, une autoroute conduit à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et une artificialisation des sols. Alors, j'avais préparé une slide qui montre ces émissions de gaz à effet de serre. C'est la slide numéro 14. Et je vais m'appuyer sur cette slide-là. Ça y est, très bien. Merci. Donc, c'est la slide numéro 15. 15, vous avez dit. Ouais. Voilà. Où il y a un tableau et c'est celle d'après. Voilà. Alors, cette slide-là, elle montre en fait donc les émissions additionnelles liées à cette construction d'autoroute. Donc, j'ai repris donc sur la gauche un tableau qui est dans l'étude d'impact réalisée par Atosca elle-même. Donc, c'est la page 746 de cette étude d'impact, où la société Atosca nous montre que les externalités environnementales dues aux conséquences des gaz à effet de serre additionnels induits par l'autoroute A69 sont bien évidemment négatifs et se chiffrent en euros à un coût collectif de 49,2 millions d'euros, auxquels viennent s'ajouter 5,2 millions d'euros pour la pollution. Donc ça, ce sont les chiffres qui viennent vraiment de l'étude d'impact. Quand on regarde ce tableau, donc les émissions de gaz à effet de serre correspondent à la dernière ligne. Quand on regarde ce tableau, il est intéressant de réaliser que les bénéfices économiques de la 69 sont essentiellement induits par la première ligne, par les gains de temps. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'est dupe que le contexte géopolitique international et les tensions sur l'énergie et l'approvisionnement, en approvisionnement et en coût, nous conduira de manière quasi certaine, sur la prochaine décennie, certes de manière très probable, à une réduction de la vitesse limite sur autoroute vers 110 km/h. Ce qui rend ces estimations de 500 et quelques millions d'euros complètement hors sol, et ces estimations-là doivent être vraiment mises au regard des coûts environnementaux qui sont de moins 50 millions d'euros. Donc, le qualificatif qu'on entend souvent, l'autoroute verte du futur, ne résiste tout simplement pas aux faits qui sont opposables, avec des chiffres qui viennent des évaluations fournies dans l'étude d'impact actualisée en 2002 par Atosca elle-même. Donc, les pertes par excès d'émissions de CO2 sont largement en plus sous-estimées aujourd'hui,
au regard des nouvelles estimations des risques qui ont été réévaluées à la hausse dans le dernier rapport du GIEC et de manière substantielle. Donc, c'est ici le graphe que vous avez sur la droite qui montre en fait l'évaluation des risques et qui est estimée par ces mèches de différentes couleurs en fonction des niveaux de réchauffement. Donc, plus la couleur est tend vers le marron, plus le risque est important. Et il y a euh, différents thèmes qui sont abordés dans ces risques, comme les risques liés à des événements extrêmes, les risques liés à une distribution généralisée des impacts, des risques qui proviennent d'un événement unique. Et on voit en fait, il y a deux colonnes. Une colonne qui représente les anciennes évaluations des risques avec le rapport du GIEC de 2013 et sur lequel les chiffres aujourd'hui, les normes aujourd'hui sont encore basées, et les nouveaux risques, les nouvelles estimations de risques qui viennent du sixième rapport, qui montrent que tous les risques aujourd'hui sont réévalués à la hausse, ce qui veut dire que pour un même niveau de réchauffement global, on a des risques qui sont beaucoup plus tôt et beaucoup plus grands. Donc, le géophysicien que je suis rappelle ici donc, que chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère compte, car c'est le cumul des émissions de CO2 qui détermine le niveau de réchauffement et des risques. Dit autrement, toute tonne de CO2 évitée est une réduction de risque, ou tout objectif raté est à l'inverse une accentuation du risque. Alors, je rappelle que ce n'est pas mon opinion, hein, c'est une loi intangible de la physique qui, de facto, est non négociable. Et cette loi de la physique, elle a une conséquence essentielle pour le projet de la 69 qui nous réunit ici. Chaque tonne additionnelle de CO2 compte. Il n'y a pas de petites émissions. C'est la somme de toutes les petites émissions qui conduit à l'état climatique actuel et qui détermine le niveau de risque futur climatique. Dès lors, la 69 compte et minimiser son impact correspond à une méconnaissance du fonctionnement du système climatique. On retrouve ces mêmes arguments relativistes à toutes les échelles de décision. On a tous entendu le fameux « la France n'émet que 1% des émissions de CO2 ». Pourquoi porter alors le fardeau de l'action? La France, en fait, est le deuxième pays le plus émetteur de l'Europe, des 27. Seule l'Allemagne est proche de 2%. Les autres pays sont tous inférieurs à 1%. Est-ce que ça exonérerait pour autant chaque pays européen à agir pour limiter les émissions et engager une transformation sociétale qui le permette? Assurément pas. Pour faire 100%, il faut 100 fois 1%, ce qui montre que l'impact des petits projets, considérés comme petits projets, est absolument important. Donc les responsabilités, on voit, sont toutes éclatées. Et c'est ce qui fait justement la difficulté de l'action et en même temps la tentation à minimiser l'impact en isolant les projets. Donc l'A69 est un éclat parmi d'autres, avec la particularité qu'il est un projet d'infrastructure à durée de vie longue, un projet d'infrastructure qui verrouille les transformations immédiates, rapides, nécessaires, soutenues dans le temps, 4 objectifs, 4 qualificatifs que je reprends ici du dernier rapport du GIEC, et dans tous les secteurs, une transformation que nous devons engager si l'on veut respecter le cadre de l'accord de Paris. Donc je conclus sur cette première question et je laisse la place ensuite à mes collègues. Je la reprendrai pour la compensation, sur les problématiques de compensation. Et c'est cet ensemble de raisons qui nous ont conduits à nous engager dans l'opposition à ce projet, parce que en fait, j'ai pu appliquer mon expertise globale à l'échelle régionale, au local, étant moi-même de la région et connaissant les enjeux et les spécificités de ce territoire. Et je ne me serais jamais engagé en fait dans cette opposition, jamais engagé plus avant, sans l'évaluation des collègues sur des domaines éloignés de mon expertise, qui permet en fait d'approcher l'objet A69 dans sa complétude. Et donc, je vais laisser mes collègues décliner ces différents détails, ces spécificités régionales sur le projet A69. Et je reprendrai ensuite pour ces histoires de compensation. Je vous remercie. Merci.